Bonjour et bienvenue à webinaire numéro 4 de la série du futur des opérations d'Argon & Co. Aujourd'hui, nous allons traiter du thème de la durabilité comme aiguillon de compétitivité et d'innovation au service du triptyque coût, service, cash. Dit autrement, de l'éco-conception ou de manière maintenant plus moderne, Design for Sustainability, thème qui nous est cher au sein d'Argon & Co. Pour rappel, la série du futur des opérations est une série de 11 webinaires dédiés à l'innovation. Elle vise à aider les décideurs, les dirigeants et dirigeantes à préparer les opérations de demain. Nous avons déjà eu la chance d'organiser 3 webinaires les jours passés et nous sommes aujourd'hui au 4e épisode. N'hésitez pas à consulter notre site internet pour la suite et les prochains épisodes. À l'ordre du jour aujourd'hui, je vais présenter l'objectif du webinaire et mon intervenante, Stéphanie Guillonneau. Nous exposerons nos convictions sur l'éco-conception. L'éco-conception est un sujet vaste, un sujet riche. On le qualifiera de manière précise afin d'être précis sur le retour d'expérience. Et j'aurai le grand plaisir de partager avec Stéphanie un retour d'expérience, celui de la coopérative U. U est une entreprise déjà très engagée en matière de durabilité que nous avons eu la chance d'accompagner. Et enfin, nous dévoilerons les recettes d'une éco-conception réussie. Et donc, restez bien avec nous, le meilleur est pour la fin. Alors, comment innover pour concilier durabilité et performance économique? Et c'est bien ça le point complexe, car faire plus durable, mais en montant les coûts, est entre guillemets facile. La difficulté, c'est de concilier la durabilité à la performance économique. Pour cela, rien de mieux que de partager un retour d'expérience. Et j'ai à mes côtés Stéphanie Guillonneau. Stéphanie, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Donc, je suis Stéphanie Guillonneau, la directrice des achats et du développement des produits U au PGC. J'ai une équipe qui m'accompagne dans cette tâche, des équipes d'acheteurs, de développement produits, mais aussi des experts, des ingénieurs, qualité, emballage, packaging, qui aujourd'hui travaillent quotidiennement pour optimiser, améliorer l'offre produit U, mais aussi innover. Et tu as la chance d'avoir un parcours avec beaucoup déjà de succès en matière de développement de la durabilité, j'insiste. Oui, effectivement, auparavant, donc ça fait 4 ans, presque 4 ans maintenant que je suis à la coopérative U et auparavant, j'étais 18 ans chez Monoprix, dont 4 ans chez Naturalia, à la direction des achats et du développement produit. Donc effectivement, déjà une certaine forte sensibilité à la durabilité des produits que l'on met sur le marché. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai rejoint un coopérative U qui, comme tu l'as dit, a déjà une gamme produit depuis des années, déjà avec vraiment des valeurs fortes. Et je le précise avec à prix bas, puisque nous restons des discounters, donc attention aussi au prix. Et donc, me concernant, Yannick Migoto, je suis directeur associé au sein du cabinet Argon & Co. Je pilote l'expertise développement durable du cabinet et j'ai la chance d'avoir 25 ans d'expérience avec donc beaucoup déjà de faits d'armes en matière de développement durable. Ma carrière a été dans le conseil, dans des directions d'acteurs de la grande distribution et du e-commerce et l'entrepreneuriat, avec notamment une entreprise de produits alimentaires durables où j'ai pu justement vivre aussi les affres du développement d'un nouveau produit et de nouveaux produits et les bonheurs que ça représente de tester de nouveaux modèles d'affaires. Alors, l'éco-conception est un enjeu important. C'est même si on a vraiment envie de s'engager en matière de durabilité, c'est le levier le plus conséquent pour améliorer la durabilité des offres de grande consommation. La grande consommation est un domaine que je trouve passionnant et extrêmement pionnier. En l'occurrence, la grande consommation, elle a l'avantage ou l'inconvénient, selon la façon à laquelle on regarde, d'être sous la pression du regard citoyen. Elle a sous la pression médiatique. Donc, c'est un secteur qui a, depuis de longues années, une obligation d'aller de l'avant, une obligation d'innover pour lancer des offres plus durables. On le voit, en l'occurrence chez Argon & Co, la grande consommation est un secteur qui est clairement en avance, qui a développé beaucoup de techniques, de méthodologies pour concevoir des offres à la fois plus durables et pas plus chères. Et c'est un vrai atout aujourd'hui que de pouvoir partager un retour d'expérience de la coopérative U,
car ces éclairages, ces apprentissages sont extrêmement pertinents, non seulement pour la grande consommation, mais aussi pour des tas d'autres secteurs. Et concrètement, quand on est dans le métier de la grande consommation, la conception des produits représente ou va déjà embarquer à peu près 80% des impacts environnementaux et sociétaux. 80% des impacts qui vont être déterminés dès la phase de conception du produit. C'est conséquent et ça, je pense que le chiffre parle de lui-même, ça montre à quel point s'intéresser à comment on spécifie le produit, comment on le caractérise, aussi bien en interne quand on est grand distributeur qu'avec ses fournisseurs, va structurer l'empreinte environnementale et sociétale de son offre. Tu as raison Yannick, chez U, on a des développements de nouveaux produits chaque année, mais on a aussi un gros travail qui est un travail de rénovation, dans un angle de démarche d'amélioration continue vers plus d'engagement RSE. On a redéfini quels étaient nos engagements et bien entendu, l'impact environnemental, et en particulier carbone, vient de plus en plus prépondérant dans nos réflexions. Donc 15% de notre offre est remis sur la table chaque année pour ensemble réfléchir à chaque produit et se dire quelles peuvent être les améliorations que l'on peut avoir sur l'emballage, sur la recette, sur les matières premières et l'origine des matières premières de nos produits, pour pouvoir se dire si on retravaille avec nos partenaires industriels à l'amélioration de nos paramètres pour rénover nos produits. Et en image, on a choisi deux exemples. Alors, pas deux exemples de U, un exemple de U. En l'occurrence, U a l'avantage de bien mettre en avant ses efforts d'éco-conception sur le packaging. Je te laisserai, Stéphanie, compléter, mais un des enjeux, justement, quand on fait de l'éco-conception, c'est de s'assurer que les clients, ou les consommateurs, en l'occurrence, dans le cas de la grande conception, comprennent les efforts qu'on a fait. Parce que si on fait des choses qui sont un peu plus chères et que l'on ne voit pas, que le consommateur ne voit pas, évidemment, ça pose un problème. Donc, un des enjeux, et on en reparlera tout à l'heure, c'est qu'est-ce que les consommateurs comprennent des évolutions qu'on va faire. Parfois, quelque part, l'éco-conception, si on est honnête, peut faire pire que mieux. Elle peut aussi perturber le consommateur, elle peut le perdre. Donc, un des enjeux va être la compréhension et la facilité de compréhension par le consommateur des efforts engagés. L'exemple qu'on a sous les yeux, c'est un exemple de U qui va retravailler ses emballages avec des plastiques recyclés. Et en l'occurrence, U a mis en place toute une chaîne avec sa logistique et sa supply chain pour récupérer des emballages logistiques des magasins et les réenvoyer dans les chaînes d'emballage des produits finaux de papier. Exemple assez assurément novateur et encore unique en France. À gauche, on a un autre exemple qui est l'exemple de Decathlon. Decathlon, pour celles et ceux qui parcourent les rayons de Decathlon, actuellement, on constate une grande mise en avant des démarches d'éco-conception. L'éco-conception est un des piliers stratégiques du nouveau plan d'affaires de Decathlon. Et là aussi, Decathlon va faire l'effort d'expliquer de manière, ce qui est intéressant et ce qui pour moi est différenciant, va être assez précis dans la quantification des gains, en l'occurrence ici sur cet exemple, carbone, avec un affichage de l'amélioration carbone que l'on a pu opérer sur l'étiquette en rayon. Tu as raison, Yannick, ce qui est important, et une des clés de succès, c'est la compréhension du client. On se pose toujours la question en disant, est-ce que le client va comprendre ? Parce qu'il faut l'accompagner. Donc, une des clés de succès, c'est d'abord, est-ce que le client comprend? Et donc, nos packaging, c'est un formidable levier d'expression. Et donc là, vous voyez, sur des essuie-tout, on a mis en place une boucle circulaire de plastique recyclé avec nos magasins, avec nos entrepôts pour récupérer les plastiques et les réutiliser dans nos usines, dans les usines de nos partenaires. Donc, c'est vrai que c'est une mise en place intéressante de cette boucle circulaire, mais tout ça pour quand même expliquer au client, l'accompagner dans ces démarches aujourd'hui vers plus de recyclabilité, moins d'impact sur notre environnement. Donc voilà, on est très conscient de l'impact que l'on peut avoir sur notre consommation. Donc, si on peut faire autrement, c'est effectivement dans l'ADN de la marque U. Et en termes d'innovation, un petit point académique, ce qui est important dans le monde de la grande consommation et dans beaucoup de secteurs, c'est de démocratiser les produits éco-conçus.
Et je tiens personnellement à partager un petit éclairage sur ce qu'on appelle disruption. Parce que pour moi, une éco-conception réussie, elle doit être disruptive, rien moins que ça. Je pense que dans beaucoup de cas, et c'est ce que l'on constate auprès de nos clients et sur la base des retours d'expérience, quand on prend une approche qui est trop incrémentale, on est déjà en général en train d'échouer. Il faut avoir une ambition forte et il faut viser une approche disruptive. Et pour être précis, rappelons ce que c'est la disruption, et je remonte pas moins qu'à son fondateur, Clayton Christensen, qui était un grand professeur du MIT. Christensen disait une chose importante, il disait être disruptif, ce n'est pas de rajouter des fonctionnalités et de la performance d'usage jusqu'à rendre le produit extrêmement cher. Il allait même plus loin, il disait faire un produit extrêmement premium, extrêmement cher, quand on est une grande entreprise de technologie, en l'occurrence, c'est assez facile. Ce qui est compliqué, c'est de faire un produit meilleur, mais accessible à tous. C'est de démocratiser. Et donc, c'est de limiter, comme on le voit sur cette planche, de se définir un maximum de performance d'usage, quelque part d'accepter qu'on n'ira pas plus loin, de reconnaître également évidemment qu'il faut progresser, et donc d'améliorer aussi le niveau minimum de performance d'usage, et d'arriver dans ce tunnel de performance d'usage à améliorer la valeur du produit. Donc, à la fois en améliorant la valeur, en l'occurrence ici, dans ce qui nous intéresse dans l'éco-conception, en améliorant les impacts durables du produit sans en augmenter le coût, et c'est là évidemment tout le challenge, d'une part, et d'autre part, en rendant la valeur plus accessible, si on peut, en baissant les coûts. Quand on travaille l'éco-conception, on a aussi la chance de pouvoir apporter de regarder les choses, de regarder les chaînes de valeur avec de nouveaux éclairages, de mettre la loupe sur des indicateurs qu'on n'avait pas avant, le carbone, et de ce fait, de déceler de nouveaux leviers d'amélioration de l'efficience. Et parfois, il y a des bonnes nouvelles. Parfois, on arrive aussi à réduire les coûts. Pas toujours, mais parfois aussi. Très concrètement, si on fait le zoom sur la grande consommation, il y a 3 types de leviers pour proposer des produits plus durables. Et ces leviers, on les a caractérisés sur 2 axes. Quel est l'impact qu'ils ont sur la demande, sur les consommateurs? Est-ce que l'impact finalement est assez faible? Le consommateur, en l'occurrence, concrètement, ne s'en rend pas trop compte. On rentre dans son quotidien. À droite, donc à gauche, je ne m'en rends pas trop compte. À droite, plus je vais à droite, plus l'impact est fort et plus ça demande un effort de la part du consommateur pour s'adapter. L'axe vertical, lui, c'est l'impact sur l'offre, sur les producteurs et les distributeurs. Là aussi, en bas, l'impact est assez incrémental. En haut, il est assez massif. Et on voit en l'occurrence 3 types de leviers. Le premier levier, la grande bulle orange, c'est le redesign des offres. Ça consiste à repenser des produits, des services, des recettes, des emballages, sans changer les habitudes de consommation. Le deuxième levier, c'est un levier de redesign des usages qui consiste à transformer les pratiques. Exemple, à développer la consigne. Donc, plutôt que d'acheter un emballage jetable, on va reprendre l'habitude de ramener ça à la consigne. C'est de louer au lieu d'acheter, ou c'est d'acheter en vrac pour acheter la juste quantité. Et enfin, on a en haut à droite des leviers de type technologique. La technologie a aussi sa vertu. Elle apporte de grands bénéfices dans la capacité, par exemple, à décarboner grâce à de nouveaux produits, type les substituts végétaux. Elle a, à contrario, l'inconvénient d'être encore parfois assez chère parce qu'elle demande des usines, des chaînes d'approvisionnement novatrices et fortes en consommation de capital d'une part. D'autre part, elle demande pour les consommateurs de nouveaux usages. Stéphanie, pour toi, tu avais beaucoup insisté au début du projet sur l'importance justement de travailler l'axe 1, le redesign des offres, et de ne pas aller trop sur des leviers de redéfinition des usages ou technologiques. Pourquoi? Eh bien, par rapport à l'impact sur les consommateurs, effectivement, on est dans une phase d'accompagnement. Et on ne veut pas, nous, aujourd'hui, demander à nos consommateurs de changer de manière trop disruptive et trop violente leur consommation. On est vraiment dans une consommation du quotidien. Donc, de pouvoir les amener progressivement, cette démarche de progrès. Et donc, effectivement, à nous d'essayer de réfléchir en amont pour apporter un produit qui soit accessible, même en termes d'usage, pas qu'en termes de prix, mais en termes d'usage très important, pour effectivement en faire que ça continue à être des produits avec certaines ventes et des gros volumes derrière. Ça veut donc dire accessible aussi en termes de compréhension produit. Ouais. Et avec l'enjeu, là aussi, bien qu'on soit quelque part sur des usages courants, l'enjeu d'expliquer aux consommateurs les évolutions qui sont conduites et le pourquoi justement on a conduit ces évolutions. Et donc, bien que ce soit un premier levier, il n'est pas trivial. Exactement. Il y a aussi son lot de difficultés.
Maintenant, fort de ces premiers pas, je rappelle que l'éco-conception adresse le gros du sujet 80% des impacts environnementaux et sociétaux, fort du fait qu'il faut arriver à démocratiser et que pour cela, il ne faut pas trop bousculer les consommateurs et les producteurs, comment faire? Et donc, sur la base du besoin de Coopérative U, on s'est attelé à mobiliser une nouvelle expertise que l'on appelle Design for Sustainability, qui a la chance de bâtir sur un héritage déjà conséquent. Les approches traditionnelles dans la conception des produits évoluent à peu près tous les 10 ans. C'est ce que cette planche résume de manière synthétique. On a chaque 10 ans environ une évolution assez intéressante des méthodes, des outils de conception des produits. Les années 90, ça a été marqué par de grandes avancées dans la réduction des coûts, par la standardisation notamment des produits et par la définition de spécifications standardisées. Dans les années 2000, on a eu de grandes évolutions dans la reconception au coût, avec une réduction des cycles de développement, un travail important sur la fréquence et la vitesse des cycles de développement. Les années 2010 ont vu décoller les analyses de coûts complets et aussi la mise en avant des besoins fonctionnels, la caractérisation détaillée de la fonctionnalité du produit et la possibilité de redéfinir les fonctionnalités d'un produit. Et puis, dans les 2020, on a vu se déployer le design to value qui consiste à mieux caractériser ce que veut dire la valeur pour le consommateur et d'intégrer également les services dans une économie qui était historiquement, dans des économies qui sont historiquement très fondées sur les produits, d'arriver à intégrer également la valeur du service. La grande distribution est bien placée pour cela, puisque typiquement, si on prend un exemple concret, le développement du e-commerce dans la grande distribution, la possibilité de retirer son produit soit en magasin, soit d'aller en magasin, ou de le retirer en drive, ou d'être livré à la maison, ont amené à des tas de difficultés, des tas de questionnements sur le volume du produit, son packaging, sa façon d'être distribué. Et désormais, on a le Design for Sustainability qui va au-delà de ces approches pour intégrer d'une part l'impact durable. Et durable ici, on l'entend aussi bien au sens de l'environnement qu'au sens des enjeux sociétaux. Dans la grande consommation, on a des sujets aussi bien en alimentation qu'en cosmétique, des sujets de santé, qui est est-ce que le produit doit être bon pour la planète, mais aussi bon évidemment pour la santé de nos corps. Et on a un nouveau levier extrêmement intéressant qui est l'économie circulaire. L'exemple que tu rappelais, Stéphanie, tout à l'heure, des essuie-tout, est intéressant et vrai, pour le coup, c'est un vrai sujet compliqué d'arriver à créer ces boucles circulaires. Et vous êtes audacieux, vous êtes déjà attelé à des sujets d'économie circulaire. Bravo, on en tient à le souligner. Alors, maintenant, bon, ça c'est pour la théorie, c'est sympa, c'est une belle planche de consultant. Le sujet, c'est qu'est-ce que le client, qu'est-ce qu'une entreprise comme U, comment on caractérise ça? Stéphanie, est-ce que tu peux partager le brief quelque part, le brief que tu as eu au début du projet? Oui, je vais remettre un petit peu de contexte quand même. Donc, tu parlais de la santé, bien sûr, ça c'est un élément pour nous extrêmement important. Ça fait plus de 15 ans qu'on travaille, par exemple, sur les substances controversées. On a été précurseur. Donc, la santé, on ne lâchera jamais, bien entendu. Mais là, il y a un nouveau contexte. On parlait donc de l'environnement. On a en particulier inscrit et écrit notre trajectoire carbone, ce fameux Scope 3 qui, bien sûr, va impacter les produits U. Donc, c'est une nouvelle donne pour nos équipes. Qu'est-ce que le carbone? Qu'est-ce que le carbone dans un produit? Donc, on est dans des courbes d'apprentissage. En tout état de cause, il faut absolument retravailler avec ce nouvel angle. Quelle est l'amélioration? Comment on peut améliorer nos produits vers une moindre empreinte carbone? Donc, le brief était simple, était de dire comment, sur une gamme aujourd'hui importante, comment je vais maintenir des critères de prix, parce que voilà, donc des produits qui ne doivent pas être plus chers dans leur conception, des produits qui doivent être aussi bons. On ne lâche pas sur la qualité organoleptique, le plaisir de nos produits alimentaires. Donc la recette, elle peut être travaillée, mais elle ne doit pas aujourd'hui être moins appétissante, gourmande que la recette actuelle. Donc ce côté, je ne demande pas à mon consommateur de faire l'effort, mais bien c'est à moi de retravailler avec tout ce dont on a
termes de recettes et notre travail R&D avec nos fournisseurs, donc de retravailler la recette. Bien sûr, ces engagements sur santé, donc ne pas renier à nos engagements santé qui sont déjà installés, donc en termes donc, de valeurs nutritionnelles, Nutri-Score, etc. Mais en revanche, cette nouvelle donne qui était l'empreinte carbone, diminuer de manière significative l'empreinte carbone de la gamme. Et puis, le dernier point qui me semblait extrêmement important, c'est bien de réfléchir ensemble sur des produits et des produits améliorés ou des produits de demain. Mais si le tissu industriel et l'outil industriel n'est pas prêt ou doit avoir demande beaucoup d'investissement, eh bien, il fallait aussi prendre en compte le fait qu'on avait envie assez rapidement de mettre sur le marché cette nouvelle gamme, donc prendre en compte partie prenante nos industriels et nos partenaires industriels, et donc réfléchir aussi sur l'outil de production et l'impact au niveau de l'outil de production. Ça, c'était important. Et donc, dans ce contexte-là, nos équipes ont eu besoin d'un accompagnement en se disant que là, en particulier, l'empreinte carbone, comment retravailler différemment, comment retravailler aussi rapidement, comment se mettre autour de la table. C'est pour ça que on s'est dit qu'on devait être accompagné d'Argan & Co sur une nouvelle méthode de travail pour pouvoir aussi apprendre autrement. Merci Stéphanie pour cet éclairage. Ça met bien en exergue un sujet très important qui est le besoin d'innover par l'offre. Vraiment, c'est ce changement de paradigme qui est d'éviter de demander aux consommateurs de faire des efforts importants, ce qui est possible, et ce qui est d'ailleurs ce qu'une certaine partie de la population est prête à faire, on n'est pas en mesure, avec cette approche-là, de démocratiser. Pour revenir au point d'avant sur la disruption, on va arriver à convaincre quelques gens intimement convaincus, engagés, mais on n'arrivera pas à propager. Et la coopérative U a bien évidemment pour impératif de propager, de démocratiser l'ancrage en particulier local, territorial de U, et c'était un des enjeux pour nous. La coopérative U a la chance d'avoir un ancrage rural extrêmement fort, avec des personnes qui ne comprennent pas qu'on les remette des gens ancrés dans la terre, qui vont parfois percevoir des améliorations écologiques et environnementales comme extrêmement compliquées à mener, et pour de bonnes raisons, parce qu'on n'a pas suffisamment bien caractérisé comment accompagner le monde de l'élevage, par exemple. Et donc ce projet nous a permis de travailler l'innovation par l'offre en s'assurant qu'on allait pouvoir intégrer les points de vue de l'ensemble des parties prenantes, et en s'assurant qu'on allait aussi pouvoir traiter justement les difficultés extrêmement âpres, qui est quel impact, par exemple, de faire évoluer la protéine sur le monde de l'élevage. C'est des sujets qu'on ne peut pas éviter. Donc, c'est vraiment des questions d'innovation par l'offre, comment la chaîne d'approvisionnement, comment la supply chain va retravailler. Un autre point, je pense, qui est important, c'est de dire qu'on n'était pas là pour développer une offre parallèle. C'est-à-dire qu'on a touché à une gamme qui était importante déjà, qui était déjà vendue, donc connue, reconnue, attendue par les clients, et qu'on ne s'est pas dit qu'on allait développer une gamme mieux disante au niveau environnemental, avec une marque U, mais une marque plus vertueuse. Ce qui est important pour nous, et on l'a toujours fait, c'est de se dire, on va sur du 20-80. On va toucher là où il y a de l'impact, donc là où il y a des gros volumes. Et ça, c'est vrai que c'est dans l'ADN aussi de coopérative. Bravo, parce que effectivement, c'est atypique. Nous, c'est un engagement qui nous a beaucoup séduit, parce qu'on a effectivement tendance à faire des prototypes sur des produits marginaux. Et malheureusement, quand on fait ça, on peut peut-être faire quelque chose de bien, mais ça n'est pas prédictif de la capacité à propager, à démocratiser, à passer à l'échelle. Donc le choix très audacieux de U était, la demande de Stéphanie était effectivement, j'ai besoin que ce soit des produits tout de suite massifs. Ce qui amène évidemment à des questions de méthode et comment on s'assure que les risques sont maîtrisés. Il est hors de question, bien évidemment, de prendre des risques non maîtrisés. Donc la difficulté a été quelle méthode, quelle nouvelle façon de travailler, comme tu l'as dit Stéphanie, pour parvenir à relever ce défi et viser, je pense que l'audience doit avoir déjà la question de, mais finalement on dit empreinte carbone réduite de manière significative, ça veut dire quoi significative? Un des points importants était qu'on s'inscrive dans la trajectoire carbone que U avait fixée, avec une ambition de réduction du carbone à 2 chiffres. Les engagements que les distributeurs français prennent aujourd'hui à 2030 sont des réductions de l'ordre de 20% au moins. Et là, l'enjeu, si on peut le partager, je pense, Stéphanie, c'était effectivement de viser une réduction de l'empreinte carbone du produit de l'ordre de 15 à 20% très rapidement, ce qui est conséquent.
Petite parenthèse, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Il y a un chat dans notre application de webinar et vous avez la possibilité de poser des questions à tout moment via le chat auquel on pourra répondre à l'issue des 45 premières minutes d'échange. Alors, comment faire pour relever ce défi? L'enjeu était donc d'avoir la capacité à prototyper sur un produit massif assez rapidement. Et en l'occurrence, on a deux types de prototypage, ou deux méthodes de prototypage. Une méthode classique que l'on n'a pas retenue dans le cadre de ce projet, et une méthode accélérée qui nous semble beaucoup plus pertinente. Là, rendons à César ce qui est à César. L'approche que nous avons eue n'a pas été de chercher quelque chose qui n'existait pas. Nous, on est allé simplement comparer les méthodes dans le monde. On a une grande expérience de ce que c'est que de faire du prototypage et on a beaucoup de retours d'expérience qui nous permettent de choisir. La méthode classique de prototypage, elle consiste souvent à réaliser des investissements assez élevés avant le test et à viser un produit quasiment fini, donc de faire quelque chose qui soit une quasi-réalité. Le bénéfice, c'est qu'on est dans la quasi-réalité, c'est extrêmement abouti. L'inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup de ressources. Là, l'enjeu était d'avoir des résultats assez rapides. La coopérative est exigeante, elle visait des résultats sous un horizon de quelques semaines, et quelque part en mode démontrons qu'on peut faire cela. Et on a retenu une méthode de développement accéléré. Dans une méthode de développement accéléré, on va viser dans un temps très contraint d'avoir testé non pas la totalité du produit, mais 80% environ du produit. 40%, on ne va pas s'arrêter sur le chiffre précis, mais l'idée c'est de répondre aux questions les plus importantes et pas à tous les détails, de vraiment travailler les questions les plus importantes et de montrer la viabilité avec un test grandeur nature avant de passer aux fonctionnalités secondaires. Et de manière plus précise, ça s'est organisé au travers de sprints. Alors, il y a eu en amont du sprint un très gros effort d'embarquement des équipes. Stéphanie l'a rappelé tout à l'heure, l'enjeu était d'engager amplement, et bien évidemment, d'une part, avec les équipes RSE de U qui ont une expertise extrêmement pointue, et aussi l'ensemble des métiers concernés par la démarche, en amont donc, de ce sprint. Et le sprint, lui, a consisté à tenir en 5 jours, et on insiste bien, 5 jours, du lundi matin 9h au vendredi 17h, surtout que c'était, je crois, pour rappel, un gros week-end derrière, donc il fallait vraiment finir le vendredi à 17h. Sur ces 5 jours, il y a eu chaque journée une étape. La première consistant à cartographier les enjeux, à bien finaliser le but qu'on voulait atteindre. Le mardi, à s'inspirer, à esquisser des solutions possibles. Il y avait plusieurs voies, en l'occurrence, qu'on pouvait envisager. Il fallait justement les explorer, ces voies, les caractériser. Le mercredi, Stéphanie a eu comme objectif de trancher, de décider, de choisir la voie qu'on souhaitait prototyper. Le jeudi, rentrée, là, c'est dans le grand bond dans la réalité. Déplacement en usine, chez le fournisseur, avec du prototypage vraiment en conditions réelles. Et le vendredi, test avec des clients. Comment as-tu vécu ce sprint, Stéphanie, et quelles ont été les étapes les plus importantes selon toi? Alors, je l'ai bien vécu. Comme tu l'as dit, la préparation est très importante puisque ça demande de mobiliser sur toute une semaine quand même une équipe. Et Dieu sait si les agendas sont remplis, beaucoup de réunions, de contraintes. Donc déjà, de vouloir embarquer, de faire comprendre et d'embarquer. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a réussi à les mobiliser sur toute la semaine. La préparation du 4e jour, très important pour nous. On est très conscient qu'on ne fait pas des produits sans outils industriels. Donc, il fallait déjà anticiper avec notre partenaire industriel. Et donc, un déplacement sur site de production le 4e jour avec nos équipes, mais aussi avec des personnes de chez toi, Argo & Co, qui se sont déplacées. Donc, on avait prévu ce déplacement le jeudi. Donc, forcément, un sprint, puisque dès le mercredi, il fallait qu'on ait décidé. Ce qui était important aussi pour nous, c'était de tester avec les clients le vendredi. Donc, comment tester? On a, nous, des panels internes, mais qui vont au-delà de ma direction. Donc, en fait, on a pu aussi tester avec un grand nombre de personnes et de collaborateurs de Coopérative U nos nouvelles recettes. Donc, c'était important, mais aussi avec notre service de communication et marketing
pour pouvoir déjà designer aussi notre packaging. Donc, encore une fois, toujours l'impact client, démarrer du client, du besoin client et de remonter l'échelle, outils industriels pour prototyper rapidement mais sereinement cette nouvelle gamme et l'optimisation de cette nouvelle gamme. Et puis la richesse de plusieurs directions qui souvent travaillent en silo. Je dis souvent, on est comme une équipe de rugby. Je prends mon ballon, quand j'ai fini mon travail, je le passe à l'équipe d'après, qui elle-même le récupère, etc., etc. Là, on était tous ensemble autour du ballon. Donc, tous ensemble à se donner à la fois nos envies, nos ambitions, mais aussi nos contraintes. Et donc, cette richesse du lundi, mardi et mercredi, puisqu'encore une fois, oui, j'ai décidé, mais j'ai décidé de manière collective. Finalement, la décision, elle a été facile à prendre, parce que collectivement, on a dû abandonner certaines pistes, mais aussi, on en a pris bien sûr des nouvelles, et c'était de manière collective, en ayant une vraie écoute active de l'ensemble des parties prenantes, on va dire, de ces 3 premiers jours. Et puis, votre apport était de nous ouvrir, de nous dire, c'est bien c'est bien l'alimentaire, c'est bien la distribution, mais vous nous avez aussi apporté un nouvel éclairage qui était, alors tu l'as tout à l'heure démontré avec Decathlon, mais on est allé beaucoup plus loin ensemble. Donc un benchmark en disant, mais voilà ce qu'on pourrait faire, même en dehors de l'alimentaire. Voilà ce qui est possible, voilà jusqu'où on peut aller. Et d'ailleurs, nos équipes se sont pris au jeu, puisque eux-mêmes, dès le mardi soir, en particulier notre équipe marketing, a travaillé, a fait elle-même son propre bench, et on est allé au-delà des frontières de l'alimentaire et de la gamme qu'on devait travailler. Donc, une formidable cohésion d'équipe, une nouvelle manière de travailler, une certaine motivation. Alors, au début, le lundi, on ne savait pas trop où on allait aller, un peu perdu quand même, et assez rapidement, voilà, on a trouvé la voie. Et donc, moi, je suis ravie de me dire qu'effectivement, le vendredi, le test client, on va dire, a été plutôt bien accueilli. On a eu des belles surprises, et moi, je pense aussi à votre crédit. On a vu des yeux pétiller parce que ce genre de démarche remet aussi de l'amour. J'assume le terme, mais de l'amour du produit. En fait, on dit à la fin, ce qu'il faut faire avec le fournisseur et des clients, des vrais clients, c'est goûter des produits. Et donc, on a vu de la passion, on a vu des gens qui disaient, mais c'est vache, franchement, le nouveau produit est très, très bon. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est que je pense que l'éco-conception, c'est aussi un facteur d'engagement des équipes, un facteur de motivation, où on remet l'amour du produit au cœur de son métier. Et fort de ce prototypage, de ces succès, on a appris des choses. Donc on vous les résume là en 6 chapitres qu'on va dérouler un par un. Et le premier, donc dans cette démarche d'éco-conception, c'était extrêmement important pour toi, Stéphanie, c'était de t'assurer du soutien haut et fort des instances de la coopérative U. Concrètement, pour toi, quel était le point le plus important? Le plus important, c'est de convaincre. C'est-à-dire de repartir de la contrainte qui était aujourd'hui, maintenant, on a un impact, donc comment faire des produits aujourd'hui et répondre à cette trajectoire carbone. Donc, on part quand même d'un constat et d'un engagement. Mais c'était de convaincre la direction, au conseil stratégique de la coopérative U, en présentant déjà une démarche, mais aussi les objectifs. Et le pas plus cher était important pour eux. Aujourd'hui, dans ces conseils d'administration, on est avec des associés, patrons de magasins, et bien entendu, la contrainte du prix est extrêmement importante. Donc, de leur expliquer non pas le sprint, mais de leur expliquer là où on voulait aller et quels étaient les critères pour y aller. Donc, la première chose a été d'avoir le feu vert sur la méthode, sur l'objectif à atteindre et d'avoir bien entendu le sponsoring de la direction générale. Et qui a été critique pour Oser voir grand, tu l'as rappelé tout à l'heure, mais Oser voir grand, dans ce cas précis, c'était prototyper sur des produits massifs en volume, donc vraiment d'accepter qu'on ne traite pas, quelque part se protège pas derrière un produit à faible volume, mais qu'on accepte tout de suite d'aller sur des produits extrêmement importants pour le succès commercial de U.
Deuxième point, c'était d'avoir une vision partagée, d'aligner autour d'un intérêt commun à engager ce type de démarche. Tu as évoqué, Stéphanie, l'impératif d'embarquer des métiers, et c'est peu de dire que la grande distribution est un secteur où il y a beaucoup de métiers. Donc, ce n'est pas une mince affaire. On parle d'embarquer des filières nombreuses pour les personnes qui ne sont pas connaisseuses du secteur de la grande consommation. Un périmètre comme Coopérative U, c'est des milliers de fournisseurs. Hein, les ordres de grandeur, ce sont des centaines de filières, des milliers de fournisseurs. Chaque filière a ses propres caractéristiques, a ses propres enjeux de durabilité. Les fournisseurs ne sont pas tous pareils, donc effectivement, la complexité d'embarquement est importante. Et de sensibiliser à la durabilité. Sensibiliser à la durabilité, c'était en l'occurrence en rebond à des tas d'efforts qui avaient déjà été bien conduits par la Coopérative U. Peut-être qu'on peut partager un exemple de ce que s'appelle sensibiliser à la durabilité, qui était la fresque de l'alimentation durable, atelier d'une demi-journée, qui a été conduit pour mettre en exergue les enjeux de la durabilité. Stéphanie, comment as-tu vécu cette fresque? En fait, on utilise un mot qui est la sensibilisation. Aujourd'hui, on est dans une phase d'apprentissage. Et dans cette fresque, on a eu l'opportunité de pouvoir faire participer non seulement des personnes de mon équipe, mais aussi des associés, des binômes associés qui sont venus de leur magasin, qui ont voulu comprendre, qui nous accompagnent au quotidien. Et on avait aussi avec nous, du coup, cette voix du client. Donc, une sensibilisation, tu l'as dit, pour bien comprendre et pour donner du sens à ce travail, qui est un travail qui est quand même relativement important, qui vient chahuter le quotidien. Et donc, je pense que oui, cette prise de conscience de notre impact collectif, mais aussi personnel, on a touché le cœur, tu en as parlé. Donc, cette sensibilisation était importante. On en parle beaucoup, mais de quoi on parle et quel est mon impact finalement dans mon travail au quotidien. Donc, c'était important de le faire et je pense à une très bonne mise en bouche par rapport au travail de sprint en particulier. Le troisième critère de succès, c'est l'orientation résultat, en l'occurrence d'intégrer la durabilité au modèle de gestion. Et là, le terme important pour nous, c'est modèle de gestion. Si on veut faire de la durabilité un vrai aiguillon d'innovation, il faut l'intégrer à la façon avec laquelle on pilote la performance du produit. C'est ce que tu as appelé le brief, mon brief avec les 4 caractéristiques. Consistant à démontrer des bénéfices, à commencer et avant tout pour les consommateurs. Il faut que ces produits plus durables, on l'a exposé tout à l'heure, soient, au-delà d'être plus durables, meilleurs, aussi bons en goût, aussi bons pour la santé, pas plus cher. Et je pense qu'on a même réussi à montrer que ça pouvait être un peu meilleur, puisqu'en l'occurrence, en faisant par exemple des révisions, des rénovations de recettes, et en travaillant avec des talents de cuisine, on arrive à trouver de jolies voies pour améliorer les qualités gustatives. Le quatrième point, c'était l'expertise technique, l'expertise RSE en particulier, et d'améliorer les capacités à intégrer, par exemple, le carbone dans les décisions au quotidien. De ton point de vue, qu'est-ce qui est compliqué sur ce volet technique? Alors, on est au début, je pense. Donc, effectivement, quel est le coût carbone d'un produit alimentaire? Même nos équipes aujourd'hui n'ont pas cette expertise-là. C'est encore des indicateurs flous. Combien de tonnes carbone d'un produit? D'ailleurs, combien de tonnes carbone un Français consomme? Donc, ce sont des nouvelles notions. Mais qu'on intègre aujourd'hui. Donc, voilà, cette expertise aujourd'hui technique sur l'empreinte carbone est assez nouvelle, donc moyennement, on va dire, maîtrisée. On est accompagné, on est accompagné par en particulier, on a utilisé des outils déjà qui travaillent et qui ont des retours d'expérience, mais c'était peut-être ce point-là, parce que finalement, les autres expertises, on les a déjà bien intégrées dans nos équipes. Encore une fois, la qualité, la nutrition, l'emballage, le plastique, le Nutri-Score, donc tous ces éléments-là. Là, on était sur une autre notion qu'il fallait intégrer dans nos produits. Sur le cinquième critère de succès, c'est l'engagement. Tu as déjà beaucoup partagé sur l'importance de l'équipe pluridisciplinaire interne. Peut-être on peut faire en complément un petit zoom sur les fournisseurs. Oui. Parce que finalement, les difficultés de compréhension, de sensibilisation, d'identification de ce qui est pertinent ou pas, elles sont encore plus fortes en amont du distributeur, côté fournisseur. Quel est ton
ton point de vue sur aujourd'hui la maturité finalement de cette industrie agroalimentaire qui est extrêmement puissante, extrêmement forte en France. Est-ce que tu as l'impression qu'en amont, on a des fournisseurs moteurs? Ah, complètement. Alors, tous, enfin voilà, il y a des degrés d'engagement et de maturité, mais c'est un formidable sourcing aujourd'hui et lieu d'échange parce qu'effectivement, les fournisseurs, les principaux fournisseurs ont bien entendu déjà travaillé, se sont déjà engagés, ont déjà mis en place des actions, mis en place des plans d'action. Donc, en général, on était extrêmement bien accueillis, voire même attendus. Et donc, avec une facilité finalement de mise en œuvre assez incroyable, que ce soit au niveau des ingrédients, mais au niveau aussi voilà, de leur impact sur leur outil de production. Donc, très favorable et très, très agréablement surprise. Encore une fois, le sentiment d'être attendu. Donc, voilà, pas de frein en fait sur cette partie-là, étonnamment. Et et puis moi, pour compléter ce que tu dis, on a pu constater lors du fameux sprint, le jeudi, avec le fournisseur, en l'occurrence un des fournisseurs champions qui avait été retenu, une très forte envie, en l'occurrence, d'être dans cette démarche de ping-pong, de réflexion sur les pistes possibles et la qualification des pistes possibles. Et le fait d'intégrer, je pense que ce qui était rassurant pour les fournisseurs, c'est d'intégrer les dimensions d'industrialisation, le fameux critère de ton brief, qui était la capacité à passer à l'échelle tout de suite, sans surcoût massif. Et donc, quelles sont les solutions qu'on peut intégrer dès maintenant à nos chaînes de production, était de nature à rassurer et à garantir l'engagement des fournisseurs. Et enfin, critique, la conduite du changement, les démarches d'éco-conception amènent à changer d'ailleurs de manière assez profonde. Et donc ça, ce n'est pas simple. Les deux apprentissages qu'on a pu avoir ensemble sur ce projet, ça a été d'abord une démarche de focaliser sur le client, donc de faire du succès perçu par le client un levier de motivation. Évidemment, il n'y a rien de mieux que ça marche, le client est content pour engager les équipes. Le deuxième était la notion, le fait d'outiller, puisqu'on parle de nouvelles méthodes, on parle de nouvelles façons de faire, et le maître mot pour nous, et c'est en cours, puisque pour le coup, c'est des choses qui sont en train d'être mises en place chez U, mais outiller pour simplifier. Si on n'outille pas et qu'on procède de manière, entre guillemets, trop artisanale, on peut rapidement, malheureusement, surcharger des équipes déjà bien occupées, et ça peut, dans ces cas-là, évidemment, conduire à un manque d'adhésion. Quel est ton retour d'expérience, Stéphanie? Oui, on parle d'outiller. Outiller, ça permet aussi de piloter, donc de savoir vers où on va, est-ce qu'on va dans le bon sens. Donc voilà, ça c'était important. Conduite du changement, je reprendrai plutôt ce point-là de la conduite du changement. Changer les habitudes. Dans le monde du retail, en fait, on a plutôt l'habitude, surtout ces dernières années. Donc l'agilité, voilà. Ce qui est le plus difficile, c'est de changer toute une équipe. On est assez nombreux quand même, coopérative U, donc c'est être sûr que tout le monde change dans le bon sens et en même temps est compris. Donc c'est en fait le grand nombre, c'est le volume, c'est le nombre, c'est ça qui est plus difficile. Donc quand on a un projet qui est clair, qui est sponsorisé par aussi la gouvernance, avec une vision qui est partagée, avec des fournisseurs qui nous embarquent, finalement cette conduite du changement, elle est assez évidente, mais il faut savoir la piloter et il faut savoir leur donner des outils de pilotage. Ils ne le feront pas sans ça. Donc, il faut aussi savoir avoir les bons outils et d'aller les chercher pour pouvoir les aider au quotidien. Le plus difficile, c'est après cette semaine de sprint. C'est-à-dire que sans vous, comment moi, aujourd'hui, avec mon équipe, au quotidien, de se rappeler de ce qu'on a su faire et d'essayer de l'intégrer aussi dans nos développements actuels. Voilà, donc on s'inspire de ce qui nous a été présenté. On sait qu'on l'a fait, donc on sait que c'est possible. Et donc, on est là comme étant aussi, j'ai une équipe qui est modèle et qui est ambassadeur parce qu'elles ont participé à cette semaine de sprint. Donc, elles sont là pour témoigner de la possibilité de cette nouvelle méthode de travail. Merci Stéphanie. Donc, en synthèse, l'éco-conception, le design for sustainability, ça vise à améliorer la performance globale, ça vise à redéfinir la notion de performance, à agrandir la notion de performance
en intégrant au-delà de la qualité du produit, du coût et des capitaux, les impacts durables. Ce qui est important, c'est de se confronter rapidement au marché, cette notion d'agilité, surtout dans des secteurs extrêmement agiles comme la distribution alimentaire, l'impératif d'aller vite, se confronter à la réalité des clients, des consommateurs est critique, et donc d'adapter en cela les modes de fonctionnement, les méthodes de travail et les outils pour parvenir à des prototypes à grande échelle, et enfin de transformer la façon de faire. Le design for sustainability a l'avantage d'être une discipline qui mobilise à grande échelle, comme on a tenté de le partager lors de ce webinaire. Il est 11h46 et donc maintenant, temps de passer aux questions-réponses. Merci en tout cas de votre attention et merci Stéphanie pour ce partage. Est-ce que cette méthodologie s'applique à tout type de produit ou de service? Alors, c'est une bonne question. Les problématiques vont être très contrastées selon les produits et services, mais oui, la méthode s'applique elle est quelque part agnostique des produits et services qu'on travaille, puisque dans la capacité à caractériser les enjeux, on va pouvoir utiliser à la fois les méthodologies et la discipline pour contextualiser. Donc le terme, ce qui va être important, c'est de contextualiser l'approche à chaque segment de marché, à chaque problématique, mais les principes de fonctionnement, les principes d'action sont valables pour beaucoup de produits et services. Quel a été le plus grand écueil? Ah, peut-être Stéphanie, quel est ton point de vue? On en a peut-être parlé quand même dans la présentation, c'est de préparer, de convaincre, de s'outiller, de prendre une semaine, encore une fois, de mobiliser une semaine. C'est long finalement, une semaine dans un agenda pour un sujet, mais ô combien on s'est rendu compte que c'était important et efficace. Donc, je ne dirais pas qu'il y en a un, c'est plein de petits, mais qui finalement, c'est notre quotidien. Donc, voilà, cette conduite du changement, penser autrement. Pas forcément de retour spécifique sur un point en particulier. Et je pense qu'en l'occurrence, ce qu'on a bien réussi à faire, c'est de préparer cette semaine. Parce que quelque part, on pourrait dire, c'est qu'une semaine, mais en amont, il y a plusieurs semaines en amont de préparation. Et c'est vrai que d'écouter, de s'assurer qu'on écoute bien les frictions, les résistances, qui sont nombreuses évidemment, ça c'est extrêmement utile. Et de montrer par le prototypage accéléré comment justement on va pouvoir amenuiser, voire éliminer certaines frictions, a été déterminant. Vous avez parlé de diminuer l'empreinte carbone, mais qu'en est-il des autres aspects des limites planétaires, tels que l'eau, les sols, etc. Alors c'est un sujet qui est effectivement, l'intégration des limites planétaires est un sujet qui amène d'autres dimensions. On s'est beaucoup focalisé effectivement sur le carbone. En l'occurrence, dans le cadre de l'alimentation, on a la chance d'avoir des référentiels, des bases de données qui vont au-delà du carbone. Et donc, quand on a dans le projet mobilisé et outillé la démarche, on s'est focalisé, c'était la demande, c'était vraiment en priorité décarboné, donc on s'est focalisé sur la variable carbone. Et dans le cadre de ce projet, on s'est assuré qu'il n'y aurait pas d'impact négatif sur d'autres dimensions. Donc là, le cadrage du projet, Stéphanie n'hésite pas à compléter si besoin, mais le cadrage du projet était pas d'impact négatif. Parce que le piège, ce serait on améliore le carbone, mais au détriment d'une autre dimension, comme l'eau par exemple, ou comme la biodiversité. Là, en l'occurrence, la logique était de ne pas dégrader d'autres variables, mais d'améliorer de manière conséquente le carbone. Pour revenir donc aux questions de comment on fait cela, je veux dire, il y a des dimensions. Alors, si on prend les limites planétaires, je ne sais pas si toute notre audience est confortable avec les limites planétaires, mais effectivement, c'est un pan de la recherche scientifique extrêmement intéressant qui va caractériser les ressources naturelles qui sont à disponibilité contrainte. Demain, d'ailleurs, dans un webinaire que j'animerai avec deux confrères d'Argo & Co, on parlera de l'intégration des limites planétaires au cadre de gestion. Donc la difficulté souvent technique pour des équipes opérationnelles, c'est à quoi se rattacher, à quelles mesures se rattacher. Et pour en citer qu'un, en France, on a la chance dans les filières agroalimentaires d'avoir un outil extrêmement puissant qui s'appelle Agribalise
et qui donne beaucoup d'informations sur l'ensemble des contraintes naturelles. Comment les fournisseurs réagissent-ils à ces demandes d'éco-conception? Vous en avez un peu parlé, Stéphanie. Est-ce qu'ils sont réticents ou plutôt enthousiastes, voire matures? Alors, enthousiastes, matures, pas pour tous, mais beaucoup plus pour certains même que nous pouvons l'être. Donc, on apprend en fait. Ce qui est assez intéressant, c'est que sur ce terrain-là, on est vraiment dans un échange et d'avoir envie de grandir ensemble. Ils ont besoin de nous, on a besoin de comprendre leurs actions. Et quand on se rencontre et qu'on comprend les investissements qu'ils ont pu mettre en place ou leur besoin d'évoluer et qu'on est complètement en phase, effectivement, là, voilà, là on se retrouve. Donc, un échange aujourd'hui très constructif avec nos fournisseurs. Donc, oui, on n'a pas interrogé nos 1000 ou 800 fournisseurs, mais en tous les cas, ceux avec qui, enfin, on commence par ceux qui ont une certaine maturité déjà. Donc, on a envoyé un questionnaire à nos fournisseurs, on a mappé le niveau de maturité et on commence à travailler avec ceux qui, voilà, on commence par ce qui est le plus facile, mais aussi on apprend. Encore une fois, ce qui est important, c'est de se dire et de comprendre que nos équipes aujourd'hui ne sont pas des experts sur cette partie-là et donc est en phase d'apprentissage, donc on apprend ensemble. Au-delà de la recette, est-ce que vous faites ce même travail sur les emballages? Alors, les emballages, on a signé le pacte plastique depuis maintenant plusieurs années, donc c'est un travail maintenant de plus de 5-6 ans. Donc oui, diminuer le plastique, donc réduire recyclabilité, etc. etc. Donc voilà, la partie emballage fait partie intégrante du produit, de la conception du produit. Est-ce que vous avez eu des demandes explicites de clients de la coopérative U pour plus de durabilité et quelles étaient-elles? Explicites, pas forcément, mais très à l'écoute. Le fonctionnement de la coopérative U, c'est que nos associés s'adossent à des experts que nous sommes et donc sont très à l'écoute. Donc, il y a quand même une certaine forte sensibilité de comprendre et d'agir. Et donc, de nous donner aussi le go et le feu vert, c'est ça ce dont on a besoin. Ok. Y a-t-il d'autres questions dans la... Est-ce que vous avez prévu d'appliquer cette méthode, on a parlé du sprint, à d'autres gammes ou d'autres segments? Alors oui, il faut aussi embarquer les équipes, celles qui n'ont pas eu la chance de pouvoir participer à cette semaine. Donc, en tous les cas, en prendre des éléments essentiels, à savoir repartir du client, de se dire que c'est possible de faire autrement, de comprendre le produit, son usage et son impact. Donc, effectivement, ça nous a mis en lumière une autre voie aussi de réflexion sur le développement et la rénovation de nos produits. Et pour compléter ce que dit Stéphanie, je pense qu'effectivement la difficulté est dans la complexité. C'est-à-dire en fait, quand on ouvre la boîte et qu'on regarde de nouvelles dimensions comme le carbone ou comme d'autres limites planétaires, on a très vite, en fait, on peut avoir très vite mal à la tête. En l'occurrence, le nombre de dimensions, la complexité que ça amène peut être très conséquente. Et donc, dans les enjeux de déploiement, de passage à l'échelle, ce qui est important, c'est de bien cadrer. En l'occurrence, il faut arriver à bien déterminer en amont les dimensions, enfin, de bien caractériser ce qui va être le succès. Donc, si je reprends ce qu'on a vécu dans le projet, le briefing extrêmement précis de Stéphanie sur qu'est-ce qui fera le succès. Si j'ai ça, alors la coopérative U considérera que c'est un succès. Ça, c'est extrêmement important pour ne pas se perdre en chemin. Le deuxième élément, comme on l'a vu dans la phase de sprint, c'est d'avoir des phases où on arbitre et on décide de pas tout faire, en l'occurrence. Et ce qui est vraiment important pour nous, c'est de ne pas essayer de faire quelque chose qui est à nouveau le meilleur produit du monde. Ce n'est pas forcément l'enjeu parce que le meilleur produit du monde, ça va coûter extrêmement cher et on va perdre les clients en route. C'est de faire le produit qui est adéquat, adapté aux contraintes, d'une part, d'une chaîne d'approvisionnement sur une filière donnée. Les chaînes d'approvisionnement et les filières, elles ont chacune leur maturité, elles ont chacune leur disponibilité, leur capacité à innover, à investir. Donc, on ne peut pas aller plus vite que la musique d'une part. D'autre part, évidemment, à convaincre les consommateurs. Mais pour moi, et bravo à la coopérative U, ce qui est extrêmement encourageant dans ce genre de projet,
c'est que ça marche à grande échelle. Et moi, alors vraiment, j'ai envie d'envoyer un message de volontarisme. En fait, on entend souvent, il n'y a pas grand-chose à faire vis-à-vis du climat, ça va être compliqué, personne ne va bouger. Et là, vous voyez, sur un projet pareil, on montre que c'est possible à grande échelle et que ça embarque de bout en bout. Donc, ce message volontariste, il est extrêmement important. On peut faire si on s'y attelle de manière méticuleuse. Est-ce que vous pensez que l'éco-score permettra d'aider les distributeurs à plus largement améliorer leurs produits? Oui. Et on peut peut-être expliquer ce qu'est l'éco-score pour notre audience. Alors, l'expliquer précisément, je ne suis pas la bonne personne aujourd'hui pour l'expliquer précisément, mais en tous les cas, un scoring, quel qu'il soit, extrêmement important pour expliquer au plus grand nombre. Quand on réalise finalement l'impact ou quand on compare un produit par rapport à un autre, même si on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière, effectivement, il peut y avoir des choix en termes de consommation. On prend le cas du Nutri-Score. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache exactement quels sont les paramètres du Nutri-Score, qui le score en A, B, C, D ou E. Mais en tous les cas, ce que l'on sait, c'est qu'à produit comparable, quand le Nutri-Score est favorable d'un produit à l'autre, alors le produit qui a le meilleur Nutri-Score est acheté. Ça, c'est prouvé aujourd'hui. Donc, demain, l'éco-score, bien entendu, plus que des grands discours, le scoring, c'est ce qu'il y a de plus important, en tous les cas, pour démocratiser les gestes de la consommation de demain. Est-ce que vous attendez du soutien de la part de la réglementation? La réglementation, elle permet effectivement de définir de nouvelles règles du jeu. Elle permet d'éviter quelque part, quand on investit pour la durabilité, ça requiert des coûts, ça amène des coûts, ça amène des investissements. Et quelque part, la réglementation, elle permet d'appliquer ou en tout cas de s'assurer que les efforts sont menés par l'ensemble des acteurs d'un secteur donné. Donc la réglementation aide. La réglementation, après, elle doit être au juste équilibre, au juste niveau. Et le sujet aujourd'hui, c'est certainement de trouver le bon niveau. Donc la réglementation peut aider quand elle est bien conçue. Bien, écoutez, le temps imparti s'est écoulé. Je remercie encore Stéphanie Guillonneau, directrice achat marque U. Un très grand merci Stéphanie pour ton temps, ce partage extrêmement transparent sur le projet conduit par la coopérative U. Merci encore une fois pour m'avoir proposé d'échanger avec vous. C'était un moment intéressant aussi, puisqu'on revient sur un travail que l'on a fait ensemble, une collaboration. Donc, c'est toujours intéressant de se poser et de réaliser finalement ce qui a été fait. Parfois, on en a besoin. Donc, je suis ravie d'avoir passé ce temps-là avec vous. Donc, merci à toi. Et merci à l'audience pour votre participation à cet échange. Ne manquez pas le prochain webinaire du futur des opérations. La série continue. Le webinaire numéro 5 aura lieu demain, mercredi 18 septembre 2024. J'aurai la chance d'animer ce webinaire avec Mathieu Deville-Cavelin, associé partenaire d'Argon & Co, et Margot Cazot, manager d'Argon & Co, sur la finance du futur ou comment la comptabilité intégrée prépare-t-elle les directions financières à anticiper les limites planétaires. N'hésitez pas à nous rejoindre. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir.